Avec nous, il y a ceux qui comptent les moutons, ceux qui boivent du lait, ceux qui lisent jusqu'à piquer du nez. Quand il s'agit de s'endormir, chacun a son astuce, mais quand tomber dans les bras de Morphée devient un vrai défi, difficile de résister à la tentation des somnifères dont on connaît les risques d'accoutumance et de dépendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le Docteur, on va vous donner toutes les clés pour trouver un bon sommeil en laissant les médicaments dans le placard. Quelles sont les plantes qui peuvent aider à dormir? Les aliments peuvent-ils jouer un rôle sur notre sommeil? Relaxation, respiration, quelles sont les techniques à mettre en place pour retrouver le sommeil quand on l'a perdu? Nous allons répondre à toutes vos questions avec nos deux invités, Michel. Docteur Aline Mercant, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin phytothérapeute. On va parler forcément des plantes. Oui. Et Isabelle Lefebvre-Vallée, bonjour. Vous êtes sophrologue et vous allez nous expliquer comment aussi dormir sans médicaments, parfois même avec un petit coussin, comme ça que vous nous avez apporté. On va répondre aux questions des téléspectateurs. La valériane est-elle véritablement efficace? C'est vrai que on parle, à chaque fois qu'on parle de sommeil, on parle de valériane. C'est un véritable effet? Oui, c'est un véritable effet. Alors, j'ai amené de la racine de valériane qui a une particularité, c'est qu'elle sent très mauvais. Donc rien que ça, vous avez envie de dormir? Non, mais bon, après on a des extraits qui n'ont pas d'odeur. Mais effectivement, elle a... Montrez-moi que... Ah, oui, ça vaut le coup, hein. C'est une expérience. Ça vaut le coup de sentir. On va voir ça. Régis, qu'est-ce qu'on en pense? Je vous laisse commenter. C'est un mélange de pied et de vinaigre. Oui, on dit souvent pipi de chat aussi. Avec dominant de pied. Pipi de chat. Avec dominant de pied quand même. Dominant de pied. Hein. Et pied pas lavé depuis longtemps. Hein, ça va sinon, sans dire. ça va sans dire. Mais c'est mieux en le disant. Allez-y, oui, allez-y. Voilà, ça permet de recommander peut-être de la prendre plutôt en extrait. Ouais. Quand même, l'odeur pose moins de problèmes. Mais oui, elle a montré qu'elle permettait de réorganiser l'architecture du sommeil, en fait. Et on l'utilise particulièrement dans les insomnies avec des ruminations. Hein, les gens qui ont tendance à avoir le petit vélo qui ne s'arrête jamais. Soit en s'endormant, soit parfois en se réveillant. On a des micro-réveils la nuit, et parfois si on se met à mouliner elle trop... joue sur l'ensemble de l'architecture du sommeil. Il y a d'autres plantes qui aident comme ça On a beaucoup de plantes en fait qui ont un intérêt dans le sommeil. On a, alors là j'ai amené du houblon, le tilleul, bon, qui est connu, mais il y a d'autres formes que la tisane qui sont plus intéressantes oui, d'ailleurs. Alors, déjà la tisane au tilleul, qui est le truc que tout le monde prend le soir en se disant ça va faire dormir. C'est relativement léger. Ensuite, le temps de macération va jouer un rôle aussi. Il ne faut pas la faire macérer trop longtemps parce que les effets peuvent s'inverser. Et puis, on a par exemple des macérats glycérinés de tilleul qui sont intéressants chez l'enfant en particulier. Ça, juste pour revenir à la valériane, quand vous dites c'est des extraits, c'est-à-dire ça se prend comment? Alors, on a ce qu'on appelle des extraits secs. En fait, on peut la prendre en teinture. Là, on va avoir une forme alcoolisée. Mais... Ça veut dire quoi? Qu'on met quelques gouttes dans quoi? On peut les prendre directement. Les teintures, généralement, c'est autour de 40 degrés. Après, on a des alcoolatures qui peuvent être plus concentrées. Et on peut mettre dans une tisane ou on peut les prendre directement. D'accord. Le mot tisane, déjà, me donne envie de dormir, moi, personnellement. Voilà. On a l'impression que toutes les tisanes sont des aides à l'endormissement. C'est vrai ou pas vrai? Non, il y a des tisanes stimulantes. Il y a des plantes stimulantes. On fait une extraction hydrique, tout simplement, dans une tisane. Donc, selon ce qu'on extrait, ça peut être sédatif ou ça peut être stimulant. D'accord. Et celles qu'on... On ne va pas citer des marques, mais il y en a, c'est Nuit Calme ou je ne sais pas quoi qui... En général, ce sont des mélanges de plantes, mais souvent, c'est peu dosé. Donc, ça peut être une petite aide, mais je ne pense pas qu'on va résoudre un problème d'insomnie chronique et profonde surtout juste avec ça. Ça fait faire pipi, donc ça peut nous réveiller la nuit. Alors, c'est une des consignes qu'on donne, c'est de ne pas la boire trop tard, en particulier, effectivement, quand on a déjà tendance à se lever pour uriner. Pas trop tard, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez c'est-à-dire que si on prend une tisane pour dormir et qu'on la prend trop tôt, ça ne va pas non plus. Trop tôt, ça va être... Si on la prend à midi, c'est effectivement peu intéressant. Ouais. Donc il faut la prendre suffisamment tôt pour aller faire pipi avant d'aller se coucher, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est compliqué. Moi, je prends mais après, on a les extraits. Hein, on a les extraits. Non, mais on sait que la tisane, c'est... Vous n'êtes pas fan, mais... Vous n'êtes pas fan de la tisane? Non, vous? Ah, moi? Oui. Si, non, mais je suis pas fan, non, j'en prends. Non, mais moi, je dors très bien, donc je n'ai pas besoin de tisane le soir. Mais si on la prend, c'est à quelle heure par rapport? Combien de temps avant le coucher? Tout dépend à quelle heure on se couche, mais si on la prend vers 6-7 ouais. heures, c'est bien. Après, on peut faire aussi une tisane assez concentrée, c'est-à-dire mettre pas mal de produits et moins de volume hydrique, oui, tout à fait. Et puis sinon, on a tous ces fameux extraits qui permettent d'une teinture, par exemple, on va être sur des tout petits volumes. Alors Michel, vous l'a dit... On va la rendre parce que ça me pique les yeux, moi. Non, vraiment, Non, Michel l'a dit, vous êtes médecin phytothérapeute et là, vous venez nous parler du trouble du sommeil avec un téléphone, une banane, une capsule de café. Alors là, c'est ce qu'il faut éviter, en fait. D'accord. Alors le café, ça paraît évident, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont fatigués le matin parce qu'ils ont mal dormi et qui du coup vont avaler un certain nombre de cafés et après on est dans un cercle vicieux.
Donc c'est juste pour rappeler que commencer par diminuer les excitants en général, ça marche quand même pas mal. Et puis, là, c'est pour parler des écrans. On a perdu pratiquement 1 heure de sommeil par nuit, en grande partie à cause des écrans. Les écrans diffusent une lumière bleue qui va diminuer, en fait, inhiber la synthèse de mélatonine, qui est un des neuromédiateurs qui permet le sommeil. Alors justement, Isabelle, on parle des adolescents là, qui sont tous avec leur portable quand ils se couchent. On pose la question comment aider un adolescent qui souffre de troubles du sommeil. Alors, on sait qu'on peut les aider avec des plantes. Oui. La sophrologue, elle fait quoi pour ces ados ? Alors, il n'y a pas que les problèmes sur les écrans chez les ados, parce qu'il y a tout le système hormonal qui est en pleine maturation, qui va effectivement poser un souci au moment de l'endormissement. Ils ont l'impression d'avoir un décalage horaire, surtout avec le rythme des parents. C'est le décalage horaire des ados. Ils ont l'impression d'avoir fait un Paris-Tokyo dans la nuit. Et effectivement, il y a à peu près environ 1h30 à 2 heures de décalage par rapport au moment où la sérotonine va commencer à se mettre en place. Alors ça, il faut en être conscient et les aider à préparer le sommeil. Alors, à l'inverse de la tisane qu'on doit prendre à 1 heure fatidique pour ne pas être ennuyé le reste de la nuit, la préparation au sommeil, elle se fait dans la journée, surtout chez l'adolescent. Il faut qu'il se prépare à s'endormir parce que sinon, il va déjà penser à tout ce qu'il va faire après les devoirs qu'il aura peut-être fait d'ailleurs. Et donc, il est important de l'aider à mettre en place dans son planning un temps de préparation du sommeil dans la journée et non pas au moment du coucher. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce temps de préparation ? Alors, la sophrologie, ça va l'aider surtout à reprendre conscience et confiance en ses potentiels, celui de son corps. Je peux dormir parce qu'en général, de toute façon, je n'y arriverai pas. J'ai des adolescents qui viennent, mais c'est classique. J'ai pas dormi de la nuit. Si vous les entendez, ils n'ont jamais dormi. Et effectivement, ils dorment, c'est très entrecoupé en général. Voilà. Il y a des réveils parce que justement, l'écran aussi est souvent le nouveau doudou sous l'oreiller. Et puis, c'est pouvoir les aider à retrouver cette respiration abdominale qu'ils ont parfois. Enfin, c'est un abus de langage, respiration abdominale, mais retrouver l'inspiration qui gonfle l'abdomen et l'expire qui va vider l'abdomen. Ça, c'est un des exercices que vous proposez. C'est-à-dire, on fait comment concrètement ? Prise de conscience de la respiration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous respirez sans peut-être même vous en rendre compte pour certains. Heureusement, parce que sinon, à moins d'avoir des problèmes respiratoires, voilà. Et c'est un peu... si on pensait à chaque inspiration, expiration dans la journée, ça prendrait du temps. Alors, on va être en conscience d'eux. C'est peut-être pas se fixer tout le temps sur sa respiration, mais je suis vraiment conscient de ce que je suis en train de faire. Et aider l'enfant, l'adolescent, la personne à être en conscience de ce qui se passe au moment de l'inspire et au moment de l'expire. Et là, effectivement, on va avoir une action réelle. C'est-à-dire que quand j'inspire, je vais sentir mon ventre qui se gonfle. Alors, on va le regarder. Est-ce qu'il gonfle vraiment à ce moment-là ? On va reprendre conscience de ça. Et à l'expire, je vide. C'est toujours l'histoire du ballon. J'inspire, il se gonfle. Et vous faites ça au moment du coucher, quand vous éteignez la lumière ? Alors, ça va faire partie des exercices où on va reporter notre concentration sur la respiration. Et forcément, cette espèce de petit vélo dont on parle, les gens qui ruminent, ou l'ado qui n'a peut-être pas tout fait ce qu'il aurait dû faire pour le lendemain, ou son histoire de cœur ou de parents, il va porter vraiment une focalisation. Et cette respiration va vraiment mettre un point d'orgue à retrouver le calme assez rapidement. Ensuite, il y a d'autres exercices qui vont lui permettre d'activer. On va en reparler. Et cette respiration consciente, c'est aussi ce qu'on utilise pour la relaxation à proprement parler, sans parler d'endormissement. Sans parler d'endormissement, mais c'est la base. Pour se relaxer, et ça marche très bien. Voilà. On a une question d'Evelyne. Comment arrêter anxiolytiques et antidépresseurs afin de bien dormir sans médicaments et par quoi remplacer ces médicaments sans effet rebond ? Peut-être je m'adresse plutôt au médecin. Alors déjà, on ne va pas tout arrêter en même temps. On va commencer peut-être par arrêter un médicament, on va voir comment ça se passe et ensuite on s'attaquera au suivant parce que souvent les gens veulent faire des sevrages trop rapides et là ça se passe mal. Alors on a justement la valériane dont on parlait qui peut accompagner un sevrage. Donc on peut monter en puissance avec des plantes et puis diminuer progressivement par exemple la benzodiazépine, l'anxiolytique. On peut utiliser des huiles essentielles aussi en massage le soir, ce qui permet le massage, il y a une dimension autour justement de la relaxation aussi par le massage lui-même. Donc on a des huiles, là j'ai amené du petit grain, on peut utiliser la lavande, le ylang-ylang, il y a pas mal d'huiles qui sont quand même sédatives, diluées bien sûr. Pour les enfants, alors non, les enfants ne sont pas concernés pas trop par les médicaments, mais en tout cas les hydrolats aussi peuvent être intéressants, ce sont d'autres formes. Et on va ainsi accompagner une diminution très progressive, et je pense toujours sous... Contrôle médical. Oui. Avec son médecin. Il faut vraiment accompagner la personne dans ce moment-là.
Alors, Cet accompagnement, ça veut dire qu'on peut avoir des surdosages de valériane ou autre, non? C'est assez difficile d'avoir des surdosages de valériane. Les huiles essentielles, globalement, il ne faut pas en abuser, mais c'est plutôt pour justement trouver les... Après, on a un certain nombre de plantes, donc on peut, si une ne fonctionne pas de manière attendue, on peut en essayer d'autres et on peut comme ça adapter au mieux la Isabelle, on a parlé des adolescents, mais les personnes, justement, ce public qui est addict aux somnifères et qui en prend depuis des années, alors qu'on rappelle que normalement les somnifères, on doit le prendre très peu. D'ailleurs, les médecins ne doivent pas faire des ordonnances renouvelées sans arrêt et les pharmaciens ne doivent pas délivrer ces benzodiazépines. Ces gens-là viennent vous voir aussi en cours de sevrage, Tout à fait. parce qu'ils sont angoissés à l'idée C'est un d'arrêter. accompagnement. Oui, c'est un accompagnement. Je travaille énormément avec les médecins pour pouvoir justement cet effet anxiolytique qu'on va trouver avec la sophrologie, gérer cette angoisse. Alors là, on va travailler sur la respiration, mais d'une autre manière. On va pouvoir évacuer les sensations de tension, qu'elles soient mentales ou physiques d'ailleurs. Et c'est mon coussin qui est un de mes attributs pour les aider. C'est vraiment évacuer ces tensions, apprendre aussi à substituer, puisque ça c'est la règle d'or. Si j'enlève quelque chose, il faut que je remette quelque chose, surtout quand on est angoissé. Eh bien, plutôt que de faire venir des choses non agréables, on va essayer de trouver tout le substitut positif. Et les plumes, là, vous avez une plume sur le coussin. On n'est pas obligé d'avoir cette déco, forcément. Non, Bon, c'est personnel. Et les petites plumes, là? Alors, les plumes, c'est un travail, effectivement, aussi sur le souffle. Le souffle, c'est savoir canaliser son souffle. Les gens n'ont pas toujours la conscience de la respiration, c'est une chose, mais du souffle, qu'est-ce que je fais de ma respiration? Donc, souffler, c'est aussi prendre conscience et poser son attention sur quelque chose. Là, la plume est je dirais l'appui, mais c'est vraiment utiliser cette plume pour pouvoir se déplacer, même dans une pièce, souffler et se déplacer, gérer son déplacement physique et mental avec la respiration. Et avec le coussin, vous faites quel type d'exercice? On fait pareil. On fait pareil, on souffle. Vous le soufflez très fort. Alors, le coussin, c'est vraiment plus physique là pour le coup, et c'était une manière de matérialiser comment se débarrasser des tensions physiques et mentales. Et alors souvent sur le jeune public, quand on dit à quelqu'un débarrasse-toi de tes tensions, c'est même pas ce qu'elles sont ces tensions, donc débarrasse-toi de ce qui vient, on inspire et on va souffler très fort en balançant le coussin, ce qui fait beaucoup rire les gens en général. Et du coup, cette notion de tension, d'angoisse, de colère disparaît, ne serait-ce que par le rire. Ça aussi, c'est très important parce que finalement, on concrétise les tensions qui prennent la forme du coussin, quoi. Voilà. Enfin, on peut faire n'importe quoi d'ailleurs. On peut qu'on prendre une balle, n'importe quoi. Oui, alors il faut éviter le côté agressif de la chose. C'est vraiment je me débarrasse. C'est le but, c'est vraiment de se débarrasser et non pas d'évacuer en flanquant tout par terre. C'est pas, vous n'allez pas Prenez descendre. des verres. Voilà. Un plateau avec des verres, je vais balancer. Toutes les étagères. Le principal, c'est que ça fasse rire, déjà, ça détend. C'est ça. L'une des plantes utilisées pour ses vertus calmantes, en dehors de celles qui puent les pieds, c'est la passiflore, et plus précisément l'espèce Passiflora incarnata. Explication Marie Guyot, Héloïse Mallet, Isabelle Gastemois. Passiflora incarnata, c'est le nom de cette plante à la fleur étonnante. Elle fleurit en été. Pour faire sa connaissance, nous nous sommes donc rendus au Muséum national d'histoire naturelle, où se trouve le plus grand herbier du monde qui renferme plus de 8 millions de planches. Olivier Escudé est botaniste. Cette plante, il la connaît bien. Passiflora incarnata est une plante de petite taille. Elle se développe sur différents supports avec les vrilles qui lui permettent de monter en hauteur. Cette plante tient son nom en fait de sa couleur de fleur qui est rouge, rougeâtre. Incarnata, littéralement, ça veut dire rougeâtre et ça vient du latin carnac, qui signifie la chair. Utilisée depuis toujours par les Indiens d'Amérique, cette plante a été découverte par les missionnaires espagnols au XVIe siècle. Quand les premiers jésuites sont arrivés en Amérique, et en regardant la forme de la fleur, ils ont fait tout de suite une analogie entre la morphologie de la fleur et les scènes de la Passion du Christ. On voit ici les petits filaments qui doublent la corolle. Eh bien, pour les jésuites, c'était l'analogie de la couronne du Christ. Les étamines rappellent les instruments qui ont servi à la crucifixion du Christ et les 3 stigmates, qui sont les parties supérieures de l'appareil reproducteur femelle, correspondent aux 3 clous qui ont été utilisés pour la crucifixion du Christ. Mais il faut attendre 1937 pour que la Passiflora incarnata entre dans la pharmacopée française.
Pour en savoir plus sur ses vertus, nous avons poussé la porte d'une herboristerie. La Passiflora incarnata fait partie des meilleures plantes calmantes, anti-stress, décontractantes, qui jouent aussi contre la mélancolie et qui permettent surtout d'avoir un bon sommeil. Donc c'est la plante qui est coupée, la tige, les feuilles et les fleurs. On la prépare en décoction en mettant une cuillère à soupe par tasse. On fait bouillir de 3 minutes, on laisse infuser une dizaine de minutes. On prend une tasse une demi-heure avant de se coucher régulièrement. C'est la régularité d'emploi qui donnera un résultat. Elle peut être associée à d'autres plantes calmantes relaxantes, ayant la même action, à l'aubépine par exemple, à la valériane, si le sommeil est vraiment difficile. Et pour ceux qui n'aiment pas la tisane, la passiflore existe aussi sous forme de teinture mère ou de gélule. À consommer là encore le soir au coucher pour un sommeil plus apaisé. Ça vous plaît aussi la passiflore? Ah oui, j'utilise. Très bon antispasmodique pour les gens qui ont de la colopathie aussi et des troubles du sommeil associés. À quel moment pratiquer des activités sportives pour qu'elles puissent nous vider de tout ce qui nous pollue notre sommeil? Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire de sport trop près de l'endormissement parce que finalement, ça augmente la température corporelle qui, au contraire, doit baisser pour qu'on puisse s'endormir. Non, effectivement, il vaut mieux faire du sport le matin en début d'après-midi. En plus, en chrononutrition, c'est intéressant de faire du sport le matin parce que ça permet d'assimiler les protéines qu'on aura mangées de préférence le matin. Et j'en profite pour dire qu'en chrononutrition, on mange des protéines le matin et des glucides le soir pour favoriser justement l'endormissement et le calme du soir. Ça joue? Oui, ça joue. En fait, c'est pour ça que je vous ai amené tout ceci. On a des aliments qui sont riches en sérotonine, d'autres en mélatonine. Les noix sont riches en mélatonine, par exemple. Le chocolat, la banane sont riches en sérotonine. Et il faut manger un petit peu de glucides et d'aliments riches en tryptophane, précurseur de la sérotonine, plutôt en fin de journée, environ 6-8 heures avant de s'endormir. On peut prendre aussi des compléments alimentaires à base de tryptophane. Et on a également des compléments alimentaires qui favorisent ces synthèses. On connaît bien le magnésium, on parle moins souvent du zinc, mais qui sont réellement utiles. On parlait tout à l'heure des adolescents. Une autre question, pourquoi dort-on plus mal en vieillissant? On a tout simplement une diminution du besoin de sommeil qui fait qu'effectivement, les gens vont garder leurs habitudes, mais vont avoir besoin de moins d'heures. Donc physiologiquement, il va falloir s'adapter. Donc c'est une plainte qu'on a très souvent. Après, il y a un certain nombre de problèmes de santé liés au vieillissement qui vont favoriser aussi les troubles du sommeil. Donc il faut faire la part des choses. L'acupuncture est intéressante. Je pense qu'on est dans toutes ces thérapies qui vont induire une relaxation par des moyens non médicamenteux. Vous travaillez avec les acupuncteurs aussi? Je travaille avec les acupuncteurs, mais il y a aussi la cohérence cardiaque que vous pouvez... cohérence cardiaque que vous pouvez utiliser. Vous pouvez expliquer ce que c'est? La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est pas mon domaine. Moi, je suis sophrologue, mais vous avez des applications. Vous avez peut-être certainement vu des enfants qui suivent cette petite bulle qui monte et qui descend pour aller rythmer la respiration sur le rythme cardiaque et retrouver un apaisement. On retrouve toujours la même chose, focalisation, attention, respiration, qui sont des... D'accord, c'est une prise de conscience de sa respiration à travers quelque chose de ludique. Voilà, exactement, toujours ça va plus loin que ça, parce qu'on a des études qui montrent que les taux de cortisol diminuent pendant plusieurs heures après des exercices de cohérence cardiaque. Cortisol, c'est la cortisone naturellement sécrétée par l'organisme. Qui est quand même une hormone du stress. Donc les gens ont un réel effet de détente physique derrière des exercices de cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'ils respirent, on voit, enfin j'ai pas vu les applis, mais il y a la bulle qui monte et on essaie de respirer comme ça. Vous connaissez, Régis, apparemment? Absolument. Vous faites ça? Non, j'en fais jamais. Vous êtes cohérent cardiaque? Et après, on peut mettre ça sur son téléphone et regarder ça le soir avec des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Ah, mais je crois qu'il y a des réglages à faire qu'on peut faire. Et il y a des réglages, on peut télécharger. Faut mettre sur nuit. Il y a des applis spécifiques. Le millepertuis réduirait-il les problèmes de sommeil? Si oui, quels sont les dosages préconisés? Et faut-il en parler à son médecin avant d'en prendre? Ça, oui, on l'a déjà dit. Effectivement, de toute façon, de voir à chaque fois son médecin traitant avant de se lancer, même en phytothérapie. Oui. Surtout pour le millepertuis, parce que c'est une plante qui a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, par exemple, on ne va pas l'associer avec la pilule, tout simplement. On ne va pas l'associer avec un certain nombre d'autres traitements. Alors, ce n'est pas une plante spécifiquement des troubles du sommeil, c'est plutôt une plante de la dépression. Mais comme souvent, les syndromes dépressifs sont associés à des troubles du sommeil, quand on réduit les symptômes dépressifs, on dort effectivement mieux. Donc, on va le prendre... Alors, il y a différentes formes de millepertuis. Il y a des extraits secs. Donc là, après, c'est obligé de citer des marques. Il y a des teintures. Certaines personnes l'utilisent en tisane. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser ces différentes formes et effectivement aller mieux. Si on sort un peu des plantes et de tous les conseils que vous nous donnez, il y a aussi des éléments qui sont liés à l'environnement. On
parle pas de la literie qu'il faut aussi, sur laquelle il faut réfléchir, mais par exemple la température d'une chambre, une chambre surchauffée est une chambre dans laquelle on dormira moins. Oui, parce qu'en fait, la température va s'abaisser au moment de l'endormissement, en particulier la température au niveau du crâne. D'ailleurs, il y a des tests actuellement avec des dispositifs qui refroidiraient la tête dans tous les sens du terme. Et effectivement, on recommande de dormir dans une chambre où ça ne dépasse pas 18-19 degrés. Oui, 19, 20. Non, c'est 18 et... 19 Non, c'est bien, 18. avec une bonne couette. Bah, je suis pas frileux, mais 18, c'est pas... Oui, si, c'est bien. C'est pas quand vous dormez, c'est quand vous levez le matin. Ah, ça d'accord. Vous voyez, Après, on peut aérer un petit peu selon les saisons. Oui, ça, il faut... Voilà, aérer. aérer durant la nuit, et ou puis, couper le chauffage. Et là, il y a l'environnement plus proche. Il y a des gens qui se plaignent de mal dormir parce qu'ils ont à côté quelqu'un qui ronfle beaucoup et qui vont se mettre à prendre des somnifères pour Oui. pouvoir rester. Ça aussi, c'est enfin, c'est difficile quand on n'a pas deux chambres. Non, après, il y a les boules caisses. Ouais. Oui, Mais il pas faut. énormément de solutions. Je disais ça parce qu'il faut que les gens. Il y a des gens qui se plaignent de mal dormir, de mal s'endormir ou de se réveiller au milieu de la nuit, qui pensent que c'est dans leur tête, alors que c'est finalement dans l'environnement. Et ils se mettent à prendre des somnifères. Oui, bon, on a beaucoup de gens qui prennent des somnifères pour des raisons. Au départ, c'est accidentel ou contextuel, et puis ensuite, ils n'arrivent plus à les arrêter. Et il y a aussi toute une dimension comportementale, et en particulier, ce qui est très intéressant, ce sont les agendas du sommeil. On peut trouver ça sur des sites comme Réseau Morphée. On remplit ces agendas et on se rend compte souvent qu'il y a une sorte de déconditionnement. Ouais. Et quand on repart simplement de reprogrammer tout simplement le sommeil, combiné à des techniques de relaxation, on a sans aucun médicament et sans aucune plante de très bons résultats. On trouve facilement des sophrologues en France ? On trouve facilement des sophrologues en France. Maintenant, il faut trouver le sophrologue qui vous convienne, parce que c'est comme le médecin, c'est comme toute thérapeute, il faut que vous soyez bien avec cette personne. Après, chaque sophrologue peut avoir aussi des spécialités, le sommeil, l'enfant, les problèmes, le sport, voilà. Donc, pour ces problèmes de sommeil, si je vais voir un sophrologue, je m'engage sur plusieurs séances ou 2-3 suffisent avec effectivement l'apprentissage d'exercices. Vous avez 4-5 ans de forfait. Même si vous dormez bien après, vous êtes obligé d'y aller. Je vais rejoindre Madame Mercan, le docteur Mercan, en disant simplement tout dépend de l'origine. C'est quelque chose d'accidentel, vous avez un examen dans quelques temps, quelque chose d'important, effectivement il y a des troubles du sommeil. Si c'est quelque chose qui est installé depuis un certain temps, il n'y a pas de miracle, il va falloir quand même un petit peu de temps et peut-être plus apprendre à gérer l'anxiété de la journée. Donc la programmation, on en parlait, elle n'est pas que celle de l'endormissement ou de la nuit, mais elle est aussi de bien préparer sa journée parce qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent plus à s'endormir pensant que le lendemain, ils ne seront pas efficaces. Donc c'est le cercle vicieux et la sophrologie va permettre vraiment cette aide à passer une bonne journée. Et on rappelle qu'un lit, c'est fait pour dormir, enfin entre autres, mais qu'il ne faut pas y passer ses journées. Merci beaucoup à toutes les deux. Lundi, alors vous avez parlé du réseau Morphée, on va l'afficher là, parce qu'effectivement c'est un réseau qu'on connaît bien ici avec le docteur Royan Parola. Et lundi, on va continuer avec le sommeil, mais là on vous parlera des rêves et des cauchemars. Autrement dit, là vous dormez forcément, mais ça ne se passe pas toujours très très bien. Merci beaucoup, Monsieur Régis. Lundi, je crois que c'est le retour de maman. Hein, Marina. Marina qui revient. Je serai à côté avec elle. Passez un très bon week-end. Bon week-end.